le froid dehors et notre envie de partir par la fenêtre. Rongé par un instinct de survie, on n'a qu'une seule envie à l'intérieur. Derrière la fenêtre, rongé par notre instinct de survie, on n'a qu'une seule envie lorsqu'on regarde dehors. C'est de la haine, de la rancœur, du désarroi et de la peine. On regarde par la fenêtre et on a envie de s'évader. On n'y arrive pas, on est coincé par nos bourreaux. On est obligé de s'aimer et on ne se connaît pas. Désormais, on peut faire une croix sur tout ce qu'on a connu. En regardant par la fenêtre, on voit sa propre réflexion, et on peut désormais dire qu'on est des inconditionnels de la peur. Ici, derrière la fenêtre, chaque jour passe comme tourner une page d'un livre. Aussi silencieuse qu'elle puisse être, chaque jour passe comme tourner une page d'un livre. Il n'y a aucun bruit, et derrière cette fenêtre, les jours passent comme la page d'un livre qui est tournée. On regarde derrière nous et on a peur. On est obligé de s'aimer car nos bourreaux nous observent. C'est comme ça qu'on sait qu'on est immortel. Et quand on sait qu'on est immortel, désormais, on sait qu'on va voir mourir chaque personne qu'on a connue. Nos parents, nos frères, nos sœurs, les personnes qu'on a aimées ou qu'on a connues. Quand on sait qu'on est immortel, c'est comme ça que se passe le monde. On sait qu'on va voir mourir toutes les personnes qu'on a connues, qu'on a aimées et qu'on a vues. On est immortel et on sait que désormais, on a tourné la page du livre. Sans aucun bruit, tout est passé derrière nous. Ici, on nous appelle les immortels, parce qu'on est face au monde. On nous a appelés par un nom, un autre nom que le nôtre. Notre vrai nom, personne ne le connaît. Personne ne veut le savoir. Ici, on nous appelle les immortels. Notre nom désormais, c'est Alex et Ronnie. Et personne d'autre ne connaît notre vrai nom, nos identités. On est juste derrière une fenêtre, et on s'appelle les immortels. Personne ne connaît notre nom, on est juste Alex et Ronnie. Quand on voit la peur des autres et qu'on se l'attribue, on commence à la ressentir. On n'a pas été attiré ici pour rien. On est assis sur ce lit et on regarde par la fenêtre tous les jours. On n'a pas été attiré ici pour rien. Alex et Ronnie sont des personnes, des enfants de 14 et 13 ans, qui regardent par la fenêtre tous les jours et qui s'attribuent la peur de tout le monde. Je comprends que le sens de cette phrase maintenant. Souvent, mon grand-père disait « Save me again ». Je me suis tourné vers la croix qu'il y a à l'arrière de la chambre, et j'ai regardé. Il m'a repris par la main, et Alex m'a dit de regarder par la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre, mais je venais de comprendre le sens de cette phrase. « Save me again ». Je repensais à mon grand-père, et j'ai compris que « sauve-moi encore » voulait dire qu'il fallait résister. Je me suis remis à la fenêtre, et j'ai continué à regarder. Primordial de penser à la survie. Quant à la personne qui l'a créée, je me suis toujours demandé, est-ce qu'elle y a pensé quand elle l'a créée? Je me suis tourné vers la croix, et je me suis retourné vers Alex. Il m'a regardé, m'a tendu un regard, a pris sa main dans la mienne, a mis sa main sur le côté de mon bras, et m'a mis face à la fenêtre. Il s'est retourné et m'a regardé. J'ai repensé à cette phrase, « Sauve-moi encore ». Il m'a dit de regarder les ombres dans la forêt. Alex a développé une fixation pour cette fenêtre, mais il ne m'a jamais dit pourquoi. Le soir, je trouvais toujours une Bible en dessous de son lit. Je la regardais, attentivement, jusqu'à ce qu'il vienne la prendre et qu'il se mette sur son lit. Il me disait bonne nuit et je regardais la croix au-dessus. Je lui ai demandé un jour s'il était croyant, et qu'il croyait en une croyance supérieure. Il m'a regardé et s'est couché. J'ai supposé que c'était non, et je me suis couché aussi. J'ai regardé par la fenêtre, et il m'a dit d'arrêter de regarder par la fenêtre. J'ai tourné les yeux, et j'ai regardé la porte. Les gens portent à croire que Alex devait être mon protecteur. Comme ils portent à croire qu'il devait être mon protecteur. Moi, qu'est-ce que j'étais? Un sujet d'étude? La vie peut parfois être ironique et cruelle. On a une fenêtre à laquelle on est tout le temps en face. Derrière, on a tout un monde à explorer. On a l'impression d'avoir toute la vie et toute la fenêtre qui nous offre un monde à l'extérieur. On a l'impression d'avoir toute la vie et une fenêtre qui nous offre un monde à l'extérieur qu'on peut voir, qu'on peut exploiter.
mais pourtant on ne peut pas l'ouvrir, ni même sortir. Comme si la vie nous était offerte, mais qu'il manquait quelque chose. Une partie de notre vie a été effacée. Par quelqu'un, par qui ou par quoi. C'est comme si cette vie nous avait été offerte, nous avait été guidée jusqu'ici, dans cette maison, qu'elle nous avait été offerte mais qu'il manquait une partie. Alex m'a toujours dit, il n'y a que 3 catégories dans le monde. Les infirmes, les mortels et les immortels. Nous. Nous sommes les immortels. S'il y a les mortels et qu'il y a les infirmes, qui sont les personnes qui nous ont enlevés? Elles n'ont jamais dit qui elles étaient. J'ai réfléchi et il s'est abaissé devant moi. Alex s'est mis devant moi et j'ai réfléchi. Je lui ai dit, comme il y a 3 catégories dans le monde, il y a aussi 3 couleurs d'yeux. Vert, marron, bleu et brun. Face à la fenêtre, j'ai fait la remarque à Alex que marron et brun c'était la même chose. Il s'est abaissé devant moi, a croisé ses jambes et m'a regardé. Alex m'a dit, si marron et brun c'est la même chose, si marron c'est celle qui revient le plus souvent, c'est parce que la plupart des gens sont méchants, comme ceux qui nous ont enfermés. Alex et moi, on a énormément de respect pour le monde extérieur et pour le monde intérieur. Mais s'il y a une seule chose auquel nous n'avons aucun respect, c'est le monde intérieur. Celui de l'intérieur, ces personnes qui nous ont obligés, qui nous ont forcés et qui nous ont enfermés. Et il m'a regardé et m'a dit que c'était bien. Et j'ai regardé le crucifix et la croix blanche sur le mur noir de la chambre. Il m'a dit de regarder par la fenêtre et d'observer les ombres dans la forêt. Alex et moi, on a énormément de respect pour le monde extérieur et pour le monde intérieur. Mais s'il y a une seule chose auquel nous n'avons aucun respect, c'est le monde intérieur. Celui de l'intérieur, ces personnes qui nous ont obligés, qui nous ont forcés et qui nous ont enfermés. Il m'a regardé et m'a dit que c'était bien. Et j'ai regardé le crucifix et la croix blanche sur le mur noir de la chambre. Il m'a dit de regarder par la fenêtre et d'observer les ombres dans la forêt. L'appel des mensonges est un parcours du combattant. C'est que personne ne l'a jamais essayé. La terre n'est qu'un amas d'obstacles qui sert à nous faire subsister. Mais personne ne résiste. Tout le monde préfère mentir et choisir le mensonge. Parcourir comme un combattant, dans un parcours qui a sûrement été fait par quelqu'un qui ne l'a pas encore traversé. Mais seulement, on pense que la terre, c'est des obstacles, successifs les uns après les autres. Mais c'est aussi une raison de vivre qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouvera pas dans des obstacles, qu'on ne trouvera pas au travers des mensonges, mais on subsiste à mentir, encore et encore. On se voile la face, et comme nous deux face à une fenêtre, on essaye de résister et de trouver un moyen. On attend le soir et on réfléchit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut attendre et qu'il faut pouvoir réfléchir dans la vie. Attendre face à une fenêtre et trouver un moyen de subsister, de ne pas céder aux mensonges, de ne pas céder à autre chose. La dame qui est venue me déposer ici m'a regardé une dernière fois avant de partir, n'est jamais revenue. Mais sa seule phrase qu'elle a dit avant de me déposer a été « Prends soin de toi, et prends soin de tes doutes, et prends soin de toi quand ils disparaîtront. » Je l'ai regardée et je lui ai dit que si je devais prendre soin de moi, quand ils disparaîtront, quand est-ce que je ne devrais pas prendre soin de moi? Elle m'a regardé et m'a dit tout le temps. J'ai posé la question à Alex. Il m'a regardé et je lui ai dit que je devais prendre soin de moi seulement quand mes doutes disparaîtront. Il m'a regardé et il m'a dit que ça voulait dire que je devais prendre soin de moi tout le temps. J'ai demandé à la femme s'il y avait quelque chose de dangereux. Elle m'a regardé, elle est partie et s'est retournée une dernière fois. La voiture n'est jamais revenue, et je pense encore à cette phrase. Prends soin de toi quand tes doutes disparaîtront. Qu'est-ce que je dois faire? Prendre soin de moi seulement quand mes doutes disparaîtront? J'ai des doutes tout le temps, en permanence, comme tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Ne jamais prendre soin de moi pour attendre qu'ils disparaissent? Je ne savais pas. Je demande encore cette question à Alex le soir. Il me regarde et me dit qu'on doit prendre soin de moi et essayer de subsister à nos besoins. Quand je le regarde, il sait que je vais poser cette question. Mais je me mets face à la fenêtre et j'attends. Je me méfie de ce qui peut arriver, des personnes qui peuvent arriver. Mais cette voiture n'est jamais revenue.
Il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est clairement que le monde ne tourne pas comme ils le pensent. Alex m'a toujours regardé comme ça, et j'ai toujours pensé que s'il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que le monde ne tourne pas comme ils le pensent. Il ne tourne pas comme ils l'imaginent. Il se voile la face. Ça fait 3 ans et 6 mois que nous sommes enfermés, dans une maison que tout le monde peut voir, et jamais personne n'est venu. Jamais personne ne s'est estimé heureux de ne plus nous voir. Jamais personne ne s'est estimé heureux ou triste de ne plus nous voir. Jamais personne dans une maison qui peut se voir n'a eu l'idée de venir toquer à la porte pour nous libérer et pour demander s'ils ont vu 2 enfants. Non, jamais personne. Jamais personne n'a eu l'idée de venir toquer à cette porte. Ou alors c'est qu'ils ont un très bon jeu d'acteurs. Mais je ne sais pas qui sont les propriétaires. Soit les propriétaires ont un très bon jeu d'acteurs et savent faire semblant, comme personne ne sait le faire. Mais personne n'est venu toquer à cette porte. Personne n'est venu toquer, parce qu'ils pensent que le monde tourne bien. Alex m'a dit, tu sais pourquoi on s'appelle les immortels? Je l'ai regardé et je me suis assis par terre. Il m'a dit, on s'appelle les immortels, parce que même quand le monde cessera de tourner, même quand on sera mort, et qu'il continuera de tourner, même quand le monde cessera de tourner, eh bien des enfants kidnappés il y en aura encore. On est les immortels, les seules personnes qui ne meurent jamais. Des enfants immortels, des enfants kidnappés, il y en a tout le temps. C'est la seule chose qui ne disparaît jamais. La seule chose qui n'a jamais été en voie de disparition, ce sont les enfants kidnappés. On est la seule chose qui ne disparaîtra jamais. Car même si on meurt dans cette maison, le monde continuera de tourner et 2 autres enfants seront kidnappés comme nous et se feront appeler les immortels. Il m'a toujours dit que la mort était le dû qu'il fallait payer à la crainte. Il m'a toujours dit que la mort était le dû qu'il fallait payer à la peur, et que si des choses arrivent aux gens, ce n'est pas par volonté, ni même par hasard, c'est par envie. Quand Alex m'a dit ça, j'ai eu l'envie de mourir, mais j'ai remarqué qu'une puissance me surélevait du sol. J'ai regardé par la fenêtre et puis j'ai regardé Alex. Il m'a regardé et m'a fait un signe de la tête. Je me suis relevé, lentement. Je me suis agrippé à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Je lui ai demandé pourquoi j'avais l'impression d'avoir envie de mourir et qu'une puissance me surélevait du sol. Il m'a regardé, s'est avancé vers moi, a mis sa main sur mon épaule et l'a descendue sur le long de mon bras, et m'a dit que c'était l'envie, que l'envie parfois donnait la puissance de se relever. Je l'ai regardé et je lui ai dit oui, mais si j'avais envie de mourir, pourquoi est-ce que l'envie me donnerait l'envie de me relever et d'arrêter tout? Il s'est avancé une nouvelle fois vers moi, m'a mis sur le côté et m'a mis face à la fenêtre. Il m'a dit d'observer et j'ai observé face à la fenêtre. J'ai vu une ombre et il m'a dit et m'a regardé. Il m'a dit si l'envie t'a poussé à te relever, c'est parce que l'ombre te regardait. Tu n'es pas encore prêt pour la mort. Il faut que tu l'affrontes avant de pouvoir y succomber. Un jour, Alex était sur son lit et moi sur le mien. Fatila était notre infirmière. Elle rentrait tous les jours dans la chambre pour nous faire une prise de sang et pour nous offrir à manger. Un bon repas, chaud, qu'elle venait tout droit de sortir des cuisines. Ensuite, elle repartait avec une prise de sang. Elle repartait avec 2 prises de sang et avec les assiettes, pleines ou vides, elle repartait. Elle s'appelait Fatila, elle était gentille. Elle repartait avec les assiettes, pleines ou vides, que ça lui déplaise ou non, elle repartait. Fatila nous regardait, faisait le code de la chambre et la refermait derrière nous. Un jour, je me suis approché d'Alex après son passage. Je me suis mis sur son lit, il m'a regardé. Il m'a pris par l'épaule, m'a rapproché de lui. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu trouves pas que son nom ressemble assez fort au mot fatal ?» Ils voulaient nous tuer. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait tout de suite? J'avais posé cette question à Alex. Il m'a regardé et il m'a répondu « Ils nous appellent les enfants du démon, mais pourtant ils nous vénèrent. » Je n'ai pas compris sur l'instant et je me suis redressé. Je l'ai regardé et il m'a dit une nouvelle fois « Ils nous appellent les enfants du démon et ils nous vénèrent. Tu ne comprends pas que c'est de l'ironie.
Ils veulent tout simplement nous garder en vie et faire croire qu'on va mourir. Je me suis redressé, je me suis reculé et je suis tombé par terre. J'ai trébuché et je l'ai regardé. Je me suis redressé avec mes 2 mains vers l'arrière. Je me suis tenu, accroché au lit, et il m'a regardé. Il s'est assis par terre près de moi et m'a dit qu'il nous appelait les enfants du démon, que c'était pour ça qu'il nous maintenait en vie, parce qu'il nous vénérait. Il cherchait à faire en sorte qu'on croie qu'on allait mourir, mais seulement il cherche à nous faire peur, à nous garder, sous leur emprise, peut-être de la soumission, ou alors de la manipulation de mort. L'entrée cave donnait une vue imprenable sur une statue de la Sainte Vierge. Elle-même était illuminée la journée, et illuminée le soir. Par des yeux noirs et des yeux illuminés le soir, illuminée la journée. L'entrée cave donnait une vue imprenable sur la statue de la Sainte Vierge. Elle ouvrait elle-même ses bras à la porte qui s'ouvrait de temps en temps. Souvent elle restait fermée, mais moi je regardais par la fenêtre, et je regardais la statue derrière moi. Le soir, quand je passais devant, j'avais l'impression que ses yeux noirs me regardaient. Il m'observait, j'avais même l'impression qu'il bougeait. Je me sentais observé jusqu'au dernier escalier. La nuit même, j'ai rêvé que j'étais en salle d'opération. J'ai passé la porte et je suis rentré à l'intérieur. J'ai vu une ombre passer par la fenêtre. J'ai vu sa dernière jambe enjamber le dessus et passer par le delà de la fenêtre. Elle m'a regardé et passé par au-delà de la fenêtre. Je l'ai vue enjamber la fenêtre. Elle m'a regardé une dernière fois, s'est accrochée et a passé la vitre. Je me suis mis sur mon lit, j'ai respiré, j'ai expiré, et j'ai regardé par où est-ce qu'elle était passée. Il restait ses empreintes sur le sol, et j'ai regardé par dehors, je l'ai vu courir et se retourner. Je me suis endormi et le soir même j'ai rêvé que j'étais en salle d'opération. Un homme tendait son bistouri et était en train de m'ouvrir le crâne. J'ai regardé toutes les parties de mon corps, à l'intérieur. J'ai vu mon cœur, j'ai vu mes poumons, j'ai vu mon crâne et j'ai vu l'intérieur. J'avais l'impression de ressentir ce que cet homme me faisait. Il m'ouvrait le crâne, comme pendant une salle d'autopsie. Comme pendant une salle d'autopsie, il m'ouvrait le crâne. Je ressentais la douleur, je ressentais la mort, et j'avais l'impression d'être froid, frigide et raide. C'est à croire que nos peurs ont été plongées dans de l'eau froide. C'est à croire que nos pleurs coïncident avec l'incision d'un scalpel. C'est à croire que tout ça, nos peurs et nos pleurs, font ressurgir les yeux noirs de la Sainte Vierge, la statue de la Sainte Vierge qu'il y a dans le couloir. Le couloir cave est le couloir d'entrée. Le couloir cave est un couloir d'entrée. Je le regarde et je vois les escaliers difformes sous la forme d'un trapèze. C'est à croire que nos peurs et nos pleurs ont été trompés pour pouvoir être plongés dans de l'eau froide. Ici, on ne ressent pas rien, mais juste les doutes qui nous submergent. De temps en temps, quand on regarde par la fenêtre, ou alors que Alex est assis sur son lit, et que moi, Ronnie, je regarde par la fenêtre. Quand moi, Ronnie, je regarde par la fenêtre et que Alex est sur son lit, de temps en temps, je sais que dans son visage, dans ses yeux, je sais voir à travers lui. Je sais voir à travers lui comme on s'aime et que nous sommes coincés et forcés de s'aimer. Je peux voir à travers son visage que, ici, on ne ressent rien, sauf le doute qui nous submerge. De temps en temps, je peux avoir l'impression d'avoir honte, mais je n'ai honte de rien car je sais que j'ai été prise au piège, enfermée et que je ne peux pas partir. Attila est rentrée. Elle nous a regardés, elle m'a regardé moi, Ronnie. J'étais à la fenêtre. Elle m'a regardé moi, Ronnie. J'étais à la fenêtre. Et sur son lit, il y avait Alex. Elle avait regardé Alex. Elle avait déposé des fioles dans une boîte qui paraissait énorme. On a regardé le nombre de fioles qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir nous retirer notre sang. Il y en avait assez pour retirer le sang de 2 enfants. De 2 enfants de notre âge, 14 et 15 ans. Elle nous a regardés. Elle a tourné la tête. Elle s'est assise par terre, a laissé tomber une des boîtes de fioles. Elle a regardé et après sa question, elle n'a plus rien dit. Comme hypnotisée par quelque chose, elle a regardé par la fenêtre. Je me suis dit en regardant Alex qu'elle avait sûrement dû voir une ombre. Elle avait sûrement dû voir une ombre la regarder dans l'obscurité de la forêt. Je me suis tourné vers elle, elle a reposé sa question. Elle s'est assise par terre et a pris un fragment. Elle s'est déchiquetée le cou, la nuque et la gorge, devant nous. On a regardé le sang par terre. Il y en avait abondamment, partout autour de nous. Partout autour de nous, il y avait du sang rouge vif.
Comme une orange sanguine, le sang était répandu sur le sol. On le regardait, il était abondamment en train de prendre de la place dans la chambre. Le corps était par terre, allongé, et les yeux étaient en train de dériver vers la gauche, vers la fenêtre. Ses yeux tombaient vers la gauche et dérivaient vers la gauche, regardaient le crucifix et en même temps la croix. La croix et le crucifix, la croix qui avait été dessinée par terre, sûrement par les autres enfants avant nous, et le crucifix au plafond, accroché sur la poutre. Juste au-dessus, ses yeux étaient juste en train de regarder le crucifix. Vers la gauche, ses yeux regardaient la croix sur le sol. Le crucifix, je l'ai regardé juste après qu'elle s'est donné la mort. Il y avait abondamment de sang dans la chambre qui recouvrait le sol. C'était jaune, jaune vif sur le sol. Le sol était d'un jaune vif et avait pourri avec le temps. Il était devenu vert, vert gris. Il était devenu vert, vert gris. Le sol était jaune, vert gris. Peut-être un peu sale, il y avait de la terre et de la poussière. Mais tout autour, il y avait cette flaque de sang. Il y avait cette flaque de sang tout autour de ce sol vert gris, peut-être un peu jaune, avec de la poussière, de la terre. Il y avait cette flaque de sang, orange sanguine, qui nous regardait, et qui avançait de plus en plus proche de nos pieds. On se reculait et on arrivait à la fenêtre. On s'est retourné à la fenêtre et on a regardé les ombres, qui elles-mêmes nous regardaient. Il y a une ombre qui a levé sa main, et qui nous a fait un geste. Il y a une ombre qui a levé sa main, et qui nous a fait un geste de la main. On s'est retourné, le sol était impeccable. Il n'était plus sale, couvert de terre ou de poussière. Il n'était plus jaune ou vert gris. À certains endroits, il n'était plus jaune ou vert gris. Il était intact, il était gris, presque noir. Et partout autour de nous, il y avait encore le sang qui abondamment avançait vers nous. On était contre la fenêtre, on a tourné le regard, on a détourné le regard, et on est revenu en arrière. On a regardé le corps. Il avait cette fois-ci les deux bras cassés et une jambe tendue. Mais il était toujours sur le sol. Il se résignait à nous faire peur. Le sol était couvert de limaces. Quand on a regardé, le cadavre avait disparu. La trace de sang était sec, comme si ça faisait des années que le cadavre avait disparu. La trace de sang était sec et arrivait jusqu'au bord de mon lit. Elle arrivait jusqu'au bord de mon lit, et la trace de sang était sec. Par certains endroits, il était plus sombre. Le sol était recouvert de limaces. Les gens ici étaient résignés à nous faire peur. Comme s'ils avaient besoin eux aussi de se faire soigner pour une pathologie. Si on se répète qu'on est condamné à avoir peur, que nous sommes attachés, enfermés, et qu'on ne peut sortir de l'endroit dans lequel on est. Très souvent, la seule pensée à laquelle on pense, c'est que l'on va mourir. De temps en temps, je regardais Alex dans la chambre. Il se trouvait face à moi avec une ceinture qu'il tenait fermement, qui avait été ouverte, dans laquelle il avait passé le bout de l'autre ceinture, à travers dans la sangle. Je le voyais juste en face de cet objet, sur son lit. Il le regardait fixement et je me disais que si pendant des années on est enfermé et retenu de son plein gré à l'intérieur d'un endroit qu'on ne connaît pas, une maison, il y a bien une seule chose à laquelle on pense, c'est de mourir ou alors d'en finir. Il a tourné la tête et je l'ai vu tenir ces deux ceintures qui avaient été accrochées l'une l'autre. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que c'était, mais j'avais peur de la réponse. J'avais peur qu'il me dise que c'était pour mourir ou alors pour se pendre, pour se tuer devant moi. Notre infirmière s'était déjà égorgée devant nous. Son corps avait été déplacé par une personne que nous ne connaissions pas. Son corps avait été déplacé par une personne que nous ne connaissions pas. Ou alors peut-être que son corps avait été déplacé par une personne qui n'est jamais venue dans la chambre. Peut-être que son corps a été déplacé tout seul. Peut-être qu'il est parti tout seul. C'étaient des estimations qui me venaient à l'esprit. Je regardais le mur, je regardais le plafond. Toutes les nuits, je n'arrivais pas à dormir. Je bougeais, je regardais le plafond, puis les murs. Un soir, une nuit, je me suis levé. Je me suis mis devant la fenêtre et j'ai regardé. Tout au fond, je voyais la silhouette des arbres dessinée en noir. Et à l'intérieur de la silhouette des arbres, juste en dessous de toutes les branches, je voyais de grands arbres, encore plus petits. Il y avait de grands arbres, mais encore plus petits en dessous. Je voyais qu'il y avait la silhouette de toutes les ombres qui étaient venues et parties.
En dessous, en plus petit, en dessous des arbres, il y avait ces silhouettes. Elles étaient là par centaines et par milliers, et elles nous regardaient, neutres et rigides, presque frigides et froids. J'avais l'impression qu'elles ne ressentaient rien. Elles nous regardaient pour nous regarder, comme si on était des phénomènes de laboratoire. Elles étaient là, neutres, froids, frigides et rigides, à nous regarder dans l'obscurité. Les arbres étaient grands et ne bougeaient pas, comme s'ils avaient été dessinés sur le paysage. Les arbres étaient grands, ils ne bougeaient pas. Et pourtant, je voyais à certains endroits qu'il y avait du vent. À certains endroits, comme par exemple, je voyais qu'il y avait du vent sur certains buissons qu'il y avait devant l'allée. Devant l'allée, je pouvais voir qu'il y avait certains buissons qui bougeaient. J'arrivais à voir qu'il y avait du vent en dessous. Au-dessus, je me demandais si c'était sec, s'il n'y avait peut-être pas de vent. Je regardais les arbres, mais ils ne bougeaient pas, tandis qu'en dessous, je voyais la girouette bouger, de gauche à droite. Je la voyais passer du nord à l'ouest, je la voyais passer du sud à l'est, et je la voyais bouger, comme ça je le savais qu'il y avait du vent. Je regardais dehors, mais pourtant je voyais les buissons bouger, aussi vite que les arbres qui ne bougeaient pas. Je regardais les buissons, et je les voyais bouger, aussi vite que la girouette passait du nord à l'est et de l'ouest au nord. Aussi vite qu'elle passait du nord à l'ouest et de l'ouest au nord, je voyais bouger le buisson en bas, assez vite pour que les feuilles s'échappent et commencent à tomber. Mais juste devant, je voyais les arbres, qui avaient comme été dessinés sur l'horizon, et il y avait des ombres en dessous. Des centaines et des dizaines d'ombres qui nous regardaient. De temps en temps, le soir, un garde venait regarder. Il entrait dans notre chambre et attendait avec un objet à la main. Il nous regardait, et Alex me prenait dans ses bras, se mettait à côté de moi, et grimpait le long de mon corps. Il me murmurait à l'oreille en même temps qu'il était obligé de le faire, sinon on se faisait battre, on se faisait attaquer. On se faisait coincer dans un coin et il nous attaquait. Avec l'objet qu'il avait en main, il nous prenait d'assaut, nous retenait dans un coin, et nous attachait. Il nous faisait du mal. Alors Alex, lui, de temps en temps, quand cet homme arrivait avec cet objet à la main, il le regardait, et il grimpait le long de mon corps, et commençait à avoir des manières sexuelles avec moi. Il commençait à avoir des manières sexuelles avec moi, et grimpait le long de mon corps. Il me regardait et me disait qu'on était obligé, sinon il allait nous retenir dans un coin, et avec l'objet qu'il avait en main, il allait nous faire du mal. Il commençait à m'embrasser, à retirer mon t-shirt, et à s'abaisser. Tout le long de mon corps, il commençait à avoir des manières sexuelles avec moi. L'homme est reparti, et a fermé la porte, a regardé par la gouttière de la porte. Il a regardé par la gouttière de la porte, par l'ouverture, voir si Alex était toujours sur mon corps, en train de me faire des manières sexuelles et de jouer avec mon corps comme un objet. Après que Alex m'ait violé, après qu'il n'ait eu des manières sexuelles avec moi, après qu'il ne m'ait violé ou qu'il ne m'ait touché, qu'il ait joué avec mon corps comme un objet, on se posait tous les deux, lui avait les jambes croisées, et moi j'étais retenu contre lui. Contre son corps, je sentais son corps contre le mien, et les pulsations de son cœur qui battaient de plus en plus vite. On se posait juste en face d'un mur sur lequel il y avait d'innombrables cadres dans lesquels il y avait des peintures des autres enfants avant nous, certainement morts, mais je ne sais pas. Je me retiens de lui dire que ça ne m'avait pas plu. Je retiens de me dire, lorsqu'on a un acte sexuel à deux, et qu'il joue de mon corps, lorsqu'il joue de mon corps et qu'on a un acte sexuel à deux, qu'on nous force et qu'il essaye d'utiliser mon corps comme un objet, parce que nous sommes obligés. Je me retiens de me débattre ou de lui dire que ça ne me plaît pas. Il continue et utilise mon corps comme un objet, comme si j'étais un parc d'attractions. Il utilisait mon corps et se servait de mon corps pour pouvoir avoir des manières sexuelles avec moi. Je me retenais de me débattre ou de dire que ça ne me plaisait pas. L'homme était derrière et nous regardait. Après ça, on allait dans le couloir et on regardait ces cadres, à l'intérieur desquels il y avait des photos, des images, ou alors encore des peintures des enfants qu'il y avait avant nous. Certainement morts, mais je ne sais pas, je les regarde. Lui est derrière moi, à les jambes croisées, et je suis contre lui. Il me tient par les pectoraux et par la nuque, ainsi que par le cou, et on regarde ces photos, ces cadres et ces peintures sur le cou. On regarde ces photos, ces cadres, ces peintures, et il me tient par les côtes, par les bras, par les côtés, par les épaules, et de temps en temps il me tient par devant, et on regarde ces photos. Attentivement, on a l'impression qu'ils sont tous morts, mais peut-être qu'il y en a qui sont vivants.
soir-là, je me suis réveillé. J'entendais un crissement sur le sol et j'ai vu par terre des centaines de roses. Je ne les ai pas comptées, mais j'ai vu par terre des centaines de roses. J'entendais un crissement, comme si quelqu'un marchait à côté de mon lit. J'ai regardé, c'était Alex. Alex avait disposé durant le temps que je m'endorme. Durant le temps que je m'endorme, Alex avait disposé au beau milieu de la pièce, entre nos deux lits. Il avait disposé des roses noires, en cercle. Puis à l'intérieur de ce même cercle, avait fait un autre cercle. À l'intérieur de ces deux cercles, il en avait fait un autre, jusqu'à ce qu'il arrive à ne mettre plus qu'une rose, et que je vois un cercle de roses au beau milieu de la chambre. C'étaient des roses noires. Je le regardais, et il me regardait. Il avait l'air hypnotisé, il était droit, il me regardait. J'avais peur, moi j'étais sur mon lit. Il me regardait fixement, il ne bougeait pas. La seule chose que je pouvais dire de lui, c'était qu'il me regardait. Il a penché la tête sur le côté, s'est abaissé et m'a regardé, en surélevant les yeux au ciel, en soulevant les yeux au ciel, et en surélevant sa tête vers moi. Il m'a regardé. Il m'a regardé et j'ai vu qu'il me regardait. C'était cruel et gratuit. C'était cruel et gratuit, mais c'était un regard comme un autre. Il me regardait, il avait surélevé les yeux au ciel, et surélevé sa tête pour me regarder. C'était cruel et c'était gratuit. Je voyais que ce regard n'avait pas quelque chose de particulier. Ce regard ne voulait rien dire. Je voyais dans son regard qu'il était vide, qu'il n'avait rien à dire, que ce regard ne voulait rien dire. C'était cruel et gratuit. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Je me suis reculé dans mon lit, je me suis mis contre le mur. Je me suis mis contre le mur, il m'a regardé et m'a dit qu'un seul mot, que ce qu'il faisait, c'était pour mon bien. Il m'a dit que ce qu'il faisait, c'était pour mon bien. Je me suis reculé, je me suis accroché à la ceinture que j'avais prise sur son lit. Je l'ai pris dans mes dents, entre ma bouche, entre ma mâchoire inférieure et supérieure. J'ai pris la ceinture et je l'ai coincée, entre ma mâchoire inférieure et supérieure. Je l'ai pris et je l'ai laissé. J'ai serré avec mes mains, avec mes poignets et avec mes mains. J'ai pris la ceinture des deux côtés, et je la serrais comme si j'avais peur de crier ou que j'avais mal. Je serrais cette ceinture et je l'avais entre ma mâchoire supérieure et inférieure, comme si j'avais envie de crier, d'hurler et que j'avais mal. Je n'avais pas mal, je n'avais pas peur. J'avais peur de lui, j'avais peur de ce qu'il faisait. Ensuite, il a ouvert un briquet à gaz, me l'a montré, et a fait passer la flamme devant moi. Il s'est avancé près de mon lit, près du mur, là où j'étais contre le mur, il s'est avancé. Il a passé la flamme devant mes yeux. Je serrais toujours autant la ceinture que j'avais en bouche, dans ma mâchoire inférieure, dans ma mâchoire supérieure et inférieure, je serrais cette ceinture, que je serrais elle-même avec mes poings et elle-même avec mes poignets. Je la serrais, et je mordais cette ceinture comme si j'avais envie de crier. Il a passé la flamme devant moi, et j'ai mis ma couverture au-dessus de moi pour ne plus le voir. Je sentais toujours son regard, et j'ai surélevé ma couverture, que j'ai finalement abaissée sur mes jambes. Je les regardais et je voyais que, l'une après les autres, il brûlait les roses devant moi. J'ai été à la fenêtre et j'ai observé. Il y avait une dizaine d'ombres juste devant l'entrée qui nous regardaient. Une était juste devant, et les 9 autres étaient derrière. Dans la forêt, je voyais que les arbres avaient toujours aussi l'air dessinés. Je voyais que la forêt, les arbres à l'arrière, avaient toujours l'air aussi dessinés qu'avant. Ils avaient l'air tout aussi dessinés qu'avant et je les regardais. Ils étaient même encore plus noirs et je les regardais. Finalement, à force de regarder les arbres, j'ai vu que elles-mêmes, à l'intérieur de la forêt, il y avait des ombres qui nous fixaient, dont une ou trois peut-être qui étaient en avant. Dont une ou trois peut-être qui étaient en avant. Il y avait 3 ombres en avant, et les 9 autres étaient derrière. Je les ai regardées, et je me demandais pourquoi est-ce qu'elles étaient là. Pourquoi est-ce qu'elles étaient dans la forêt? Pourquoi est-ce qu'il y en avait 3 qui s'étaient avancés dans les champs qui étaient visiblement morts? Et pourquoi est-ce qu'à l'entrée, il y en avait une qui s'était avancée proche de la porte, qui surélevait le regard vers moi et qui me regardait? Et pourquoi est-ce que les 9 autres étaient fixes? Quand on réfléchit bien. Le temps, finalement, disparaît.
Quand on réfléchit bien, le temps finalement disparaît. Ce n'est plus quelque chose de fatal pour nous, mais c'est quelque chose d'indispensable. Je me souviens que lorsque je regardais par la fenêtre, un jour Alex est arrivé derrière moi, m'a pris par les épaules et m'a retourné. Il m'a poussé sur le lit, s'est agrippé à mon corps et m'a utilisé. Finalement, j'ai trouvé ça agréable. On a fini par adhérer à la situation. On a fini par adhérer à la situation, cet amour forcé. On se sentait bien l'un avec l'autre. Et ce jour-là où il m'a pris par les épaules, il m'a poussé sur le lit. Il m'a regardé et m'a embrassé. Il m'a embrassé et a commencé à utiliser mon corps. Il a utilisé mon corps et m'a regardé. Il m'a regardé et m'utilisait comme un jouet, comme si j'étais un jouet de prédilection. Il m'a utilisé. Je le regardais et j'avais mes yeux perdus dans les siens. Ses yeux marron foncé au travers desquels je voyais encore les roses noires brûlées. Eh bien, il m'utilisait comme un jouet de prédilection. Il passait sa main à mon entrejambe et passait sa main le long de mes bras. Je sentais sa caresse et je le voyais. Je le voyais jouer avec mon corps. J'étais finalement en train d'adhérer à l'idée que nous soyons ensemble, mais dans un amour forcé. Enfermé dans cet endroit, je me disais que ce devait être quelque chose d'incurable d'être enfermé, d'avoir été enfermé. Mais finalement, j'avais adhéré à l'idée d'être avec lui. Il m'a regardé, s'est approché, et m'a dit de me laisser faire, ce que j'ai fait parce que j'adhérais à l'idée qu'il soit avec moi. Sur le lit ce soir-là, je me suis endormi. Il a continué à m'embrasser même si j'avais fermé les yeux et que j'avais sombré dans un sommeil. Il y avait une ombre dehors qui était avancée vers la porte et qui regardait la fenêtre par laquelle tous les jours je me mettais pour voir la forêt. Tous les jours pour voir la forêt. Elle regardait cette même fenêtre. Elle regardait cette même fenêtre et tous les jours pour voir la forêt. Je regardais si tout au fond, dans les arbres dessinés, il y avait des ombres en dessous, fixes, qui nous regardaient. Il n'y en avait pas, il y en avait juste une seule, qui avait le regard fixe au-dessus, qui regardait la fenêtre. Elle avait le regard fixe, penché au-dessus. Elle nous regardait. J'avais même l'impression que de temps en temps, il y en avait une qui s'accrochait à la fenêtre, qui s'agrippait de dehors et qui nous regardait. Mais je ne la voyais pas. J'ai fini par adhérer à cette idée, et Alex est finalement devenu comme un conjoint. Finalement, Alex est devenu comme un conjoint, un compagnon, peut-être voire même un petit ami. Nous étions enfermés dans un endroit où nous ignorons que les propriétaires attendent quelque chose de nous, mais nous avons adhéré à l'idée de se rapprocher. On s'est rapproché et de plus en plus, on a fini par utiliser nos corps comme un outil de prédilection. On s'est regardé de temps en temps, on se mettait autour des roses. Je me souviens que moi je me mettais du côté de la fenêtre, les jambes croisées. Je le regardais et lui me regardait. On se regardait tous les deux, et Alex, lui, était proche de son lit, entre le mien et le sien, proche de son lit, les jambes croisées. On parlait, on discutait, on dialoguait ensemble de certaines choses, de comment est-ce qu'on avait imaginé l'avenir si on n'avait pas été kidnappé. Comment est-ce qu'on aurait imaginé l'avenir si on n'avait pas été kidnappé. On discutait de ça. Comment est-ce que nous aurions imaginé l'avenir si nous n'avions pas été kidnappés et mis dans une relation forcée. Il m'a regardé et m'a dit que lui, il imaginait l'avenir dans une grande ville, un petit appartement, peut-être avec une petite amie ou un petit ami. Ça lui était égal. Je l'ai regardé, j'ai froncé les sourcils. J'ai regardé par la fenêtre. Il m'a demandé de me réasseoir. Je lui ai dit comment est-ce que moi j'imaginerais l'avenir si nous n'avions pas été kidnappés. Je l'ai regardé et je lui ai dit que j'imaginais l'avenir seul, peut-être avec un chat noir ou un chat blanc. Je lui ai dit si possible, le chat aurait des yeux verrons, un vert et un marron, comme moi et comme toi. Il m'a regardé, il m'a souri, d'un sourire en coin, j'ai regardé par la fenêtre, puis je me suis réassis parce que je savais qu'il allait me faire la remarque. Je lui ai dit que j'imaginais une vie seule, dans une maison simple, qui n'a pas besoin d'être grande ou petite, avec un chat, aux yeux verrons, marron comme les siens, et vert comme les miens. Le chat pourrait être noir ou blanc, ça m'est égal, mais je voulais qu'il ait les yeux verrons, marron comme les siens, et vert comme les miens. Je l'ai regardé, il a souri, et il m'a dit que c'était un projet de vie banal.
Je l'ai regardé et je lui ai dit que le projet de vie banal que j'avais me plaisait, tout comme toi, vivre dans une grande ville avec un petit ami ou peut-être une petite amie te plaisait. Il a souri et finalement s'est mis sur son lit, m'a regardé et a dit qu'il était l'heure d'aller se coucher. Il a pris sa couverture et l'a mis au-dessus de lui. Il s'est tourné sur le côté face à la porte et moi je me suis tourné face à la fenêtre. Je regardais et je ressentais le regard des ombres qui étaient très certainement cachées dans la forêt, fixes en train de regarder l'endroit dans lequel on était retenu. Le lendemain, je me suis levé et Alex dormait toujours. Il savait que je le regardais, mais il ne disait rien. J'ai pris les roses une par une et je les ai jetées par la fenêtre. Il s'est réveillé et m'a regardé, m'a demandé pourquoi je faisais ça, et je lui ai dit que tant que ces roses étaient là, j'avais l'impression qu'on m'observait dans cet endroit dans lequel j'étais retenu par des personnes dont nous ignorons l'existence et dont nous ignorons le nom. Quand je jetais les roses par la fenêtre, je voyais qu'il se retenait d'hurler, qu'il se retenait de me prendre par les poignets et par les chevilles, de me plaquer contre le lit et de commencer à utiliser mon corps comme un jouet de prédilection. Je voyais qu'il se retenait de hurler et d'utiliser mon corps et de commencer à jouer avec moi comme un jouet de prédilection. Il m'a regardé et a commencé à grimper le long de mon corps. Il n'a pas hurlé, mais a grimpé le long de mon corps. M'a utilisé, de manière sexuelle, il m'a utilisé. Il m'a regardé et s'est avancé vers moi. Il a commencé à palper mon torse, a mis ses mains sur mes épaules, a relevé ses mains jusqu'à mes poignets. Il a pris mes chevilles avec ses chevilles. Il m'a plaqué contre le lit et a commencé à m'utiliser. Comme un jouet, il m'a utilisé sexuellement. Et nous avons eu des rapports. Durant toute une nuit, nous avons eu des rapports. L'homme était derrière la porte et regardait. Il regardait par là. L'homme était derrière la porte et il regardait. Il écoutait. Il écoutait et il regardait. Il regardait par l'entrée de la porte, qui était une simple porte coulissante. Une petite porte coulissante de peut-être presque 3 cm sur 9 cm. Il passait ses yeux et regardait au travers. Il passait ses yeux et regardait au travers de cette petite porte coulissante sur la porte à verrou, et il passait ses yeux. Il nous regardait et il attendait. Il attendait simplement que Alex ait fini sur mon corps. Moi, je me laissais aller parce que j'avais adhéré à cette idée. J'attendais qu'il ait fini. Et je voyais les yeux de l'homme regarder au travers de la porte coulissante de 3 cm sur 9 cm. Je sentais son regard et je sentais qu'il attendait que Alex ait fini. Il allait rentrer juste après qu'Alex ait fini. J'avais peur, mais je n'osais pas le dire à Alex, car je savais que la sentence serait pire. Il tenait très certainement un objet que j'entendais trembler contre la porte, quelque chose pour nous punir, pour nous frapper si jamais je renonçais. Après que Alex ait fini d'utiliser mon corps, j'ai beaucoup pensé à notre relation, à comment est-ce que j'avais fini par adhérer à la chose. Est-ce que j'avais adhéré à la chose tout simplement parce que je ne voulais pas souffrir? Ou est-ce que alors j'avais adhéré à la chose parce que tout simplement j'avais fini par adhérer le contact avec Alex? Est-ce que j'avais finalement compris qu'en fait Alex était un enfant gentil, était un enfant de 14 ans gentil, qui était aimable avec moi et qui essayait de me protéger? Car pour ces personnes c'était mon protecteur. J'avais beaucoup pensé à ces personnes qui avaient songé à faire en sorte que Alex soit mon protecteur. J'avais repensé au contact que j'avais eu avec lui. J'avais repensé au contact que j'avais eu avec lui. J'avais lu beaucoup de livres sur les relations. Il y en avait plusieurs dans une bibliothèque entre nos deux lits. Il y avait des livres. J'avais lu beaucoup de livres et j'avais pu comprendre que finalement j'avais adhéré au contact avec Alex. Être avec une personne, finalement, forcée ou non, on finit par adhérer à la chose. Et je me sentais comme amoureux dès que je voyais ses yeux marrons. Je me sentais comme attiré par lui. Peut-être pas amoureux, mais j'étais attiré par lui. Dès que je voyais ses yeux marrons, dès que je sentais ses mains frotter mon corps et commencer à palper mes muscles et mon buste, dès que je sentais ses mains palper mon buste, mes muscles, mon torse, mes pectoraux, mes épaules, et que je sentais une caresse le long de mes bras, j'adhérais à la chose et je regardais ses yeux marrons. Je me plongeais dedans, ses yeux marrons foncés. J'avais l'impression d'être comme amoureux.
Je le regardais et de temps en temps, il y avait un sourire en coin qui se dessinait sur ma bouche. Sous la maison, quand on a découvert la vérité, il y avait des millions de tunnels souterrains, avec sur chacun des murs écrit le nom d'un enfant. On regardait le nom de ces enfants et on parcourait les tunnels souterrains pour pouvoir trouver une sortie. Finalement, on a compris la vérité très peu de temps après. Très peu de temps après, on a compris la vérité. Ils essayaient de faire en sorte que les enfants adhèrent au viol. On a compris cette terrible vérité et on a réfléchi. On s'est assis en dessous et on s'est dit que si la vérité, leur but à ces personnes, c'était de faire en sorte que les enfants de 14 à 15 ans, de 13 à 14 ans, adhèrent au viol, c'était que peut-être le personnel allait se retourner contre nous. On a finalement couru à travers les cavités souterraines. On a couru à travers les cavités souterraines. On est arrivé dans les égouts et on est arrivé dans la forêt. On a couru à travers la forêt. Les arbres étaient encore plus sombres qu'ils ne le paraissaient à la fenêtre. Tout au loin, on a vu certaines silhouettes ressemblant à des hommes. On a vu des silhouettes ressemblant à des hommes habillés en noir, comme s'ils portaient un jeans noir, un t-shirt noir ou alors un sweat à capuche noire. On a regardé ces hommes et plus on avançait, on savait qu'on était sur le territoire des ombres. Ce n'étaient pas des hommes avec un jeans noir, un t-shirt noir ou alors un sweat à capuche noire. Ce n'étaient pas des hommes qui se tenaient devant nous avec des grosses bottines pour la terre et qui nous attendaient fixement. C'étaient des ombres, on était sur leur territoire, dans la forêt. On avait traversé la forêt et pendant très longtemps nous avions traversé la forêt. Autour de nous se fixaient des ombres qui nous regardaient. Et on est arrivé dans les cavités souterraines, dans les égouts, et finalement, on a fait marche arrière sans le vouloir. On est retourné à l'intérieur de cette maison. Au beau milieu d'un couloir, deux personnes, deux civils qui avaient été enfermés là aussi, retenus comme personnel, nous avaient cernés à l'intérieur de notre chambre. On avait dit qu'on réessayerait. Et ce soir-là, je me souviens que Alex m'a réconforté en prenant mon corps contre le sien, en passant sa main à mon bras, en me faisant une caresse sur l'épaule et sur l'avant-bras. Finalement, il a adhéré au fait de vouloir jouer avec moi, comme un jouet de prédilection. On s'est mis l'un contre l'autre et il m'a embrassé. Il a fait ça lentement et on a fini par faire l'amour. Sur le mur, on a fini par faire l'amour. Il m'a tenu fermement, par le bras, mais tout d'abord c'était une caresse légère sur l'avant-bras et sur l'épaule. Pour finir, il m'a embrassé, j'ai regardé ses yeux, et on a fini par faire l'amour quand il m'a tenu par le torse. J'avais adhéré à l'idée, finalement je me suis dit que si j'adhérais à l'idée, peut-être que le plan de ces personnes, faire adhérer à l'idée qu'un enfant de 13 à 14 ans approuve le viol, serait peut-être détruite si j'adhérais au fait qu'il me viole déjà dans cette chambre. Peut-être que leur plan tomberait à l'eau, car j'avais déjà envie qu'il me touche, qu'il m'aime, et qu'il puisse faire l'amour avec moi et avoir des contacts sexuels. Peut-être que ça ferait échouer leur plan. J'avais ça en tête, mais je n'osais pas le dire à Alex. Alex était plus récalcitrant. Je n'osais pas lui dire que peut-être les contacts sexuels entre nous deux étaient quelque chose qu'on pourrait utiliser contre eux comme étant un plan pour pouvoir faire échouer la thématique de ce qu'ils avaient pensé, faire adhérer les enfants au viol. J'ai finalement découvert que je pouvais le dire à Alex quand il a changé de comportement. Un matin, je me suis réveillé, les fleurs noires étaient disposées, juste devant notre lit. Elles étaient disposées en cercle comme il les avait mises quand je les ai jetées par la fenêtre. Elles étaient tous en train de brûler, et une ombre se tenait juste devant nous. Elle est passée par la fenêtre après nous avoir fixé la nuit. J'ai sorti mon livre qui s'appelait L'homme au chapeau noir. Je l'ai lu, et Alex m'a regardé. Il s'est mis à côté de moi et m'a demandé ce que je lisais. Lorsque je lui ai dit que je lisais L'homme au chapeau noir, toutes les roses ont pris feu. Toutes les roses ont pris feu quand j'ai dit le titre du livre. Quand j'ai dit le titre du livre, toutes les roses ont pris feu. J'ai essayé de les éteindre avec de l'eau, mais le feu a repris. Alex s'est mis contre moi et m'a gardé contre lui en me tenant par l'avant-bras, en me faisant une caresse sur l'épaule. Je l'ai embrassé et finalement Alex était surpris. C'était toujours lui qui faisait le premier pas. L'homme était encore derrière et nous regardait. Il avait un objet à la main, j'entendais la porte trembler. J'ai finalement embrassé Alex et Alex m'a embrassé.
a retiré ses lèvres et on a eu un contact avec les yeux. J'ai regardé ses yeux marrons. L'homme a fermé la porte. On a vu et on a entendu que l'homme a fermé la porte par laquelle il regardait avec le simple contact de ses yeux, la porte par laquelle il regardait par le simple contact de ses yeux que je sentais déjà menaçant. Il a fermé la porte et l'a verrouillée à double tour. Il l'a verrouillée à double tour, à triple tour, et puis a fermé la porte avec une clé, la vraie porte. On a frappé à la porte la nuit et le jour. Alex a dit que ce n'était pas perdu, qu'il allait peut-être revenir si on avait encore un contact sexuel, et que là on pourrait sortir. Je lui ai dit qu'on faisait à peine 3 fois la taille de cette personne. Il m'a regardé, il m'a corrigé, et ensuite il m'a dit « On ne fait pas 3 fois la taille de cette personne, c'est cette personne qui fait 3 fois notre taille. » J'ai souri et je l'ai regardé. Je l'ai embrassé par réflexe. C'était un réflexe inconnu, mais je l'ai embrassé. Il m'avait corrigé, j'avais trouvé ça séduisant. Je lui ai dit que c'est vrai. On ne fait pas 3 fois la taille de cette personne, mais c'est cette personne qui fait 3 fois la taille. 3 fois la taille de notre taille à nous. Il m'a regardé et a finalement pris mon corps contre le sien. Il m'a embrassé et il m'a répété qu'il adorait me corriger. Il adorait me corriger, il adorait ma manière de parler. Il m'a embrassé et m'a tenu contre lui. L'homme était revenu et n'avait pas ouvert la porte. Il avait simplement vérifié qu'elle était fermée. On a essayé de battre la porte et de frapper contre, mais il ne nous a jamais ouvert. Un jour, une lettre est passée en dessous, un mot dans une enveloppe. Il était écrit qu'on devait avoir un contact sexuel plus sérieux. L'homme était revenu, a regardé par la petite porte qu'il n'avait pas fermée, qu'il ne fermait jamais pour pouvoir laisser passer l'oxygène, sinon nous étions déjà morts depuis longtemps. Il a regardé par là, et a regardé si la lettre n'était plus là. Je la tenais en main et Alex s'est mis devant lui. L'a lu haut et fort, l'homme a fermé la porte, et l'a finalement reverrouillée une 3e fois. On s'est regardé, nous n'avons rien dit. Nous n'avions rien dit, nous avons peur de pouvoir dire quelque chose de contraire à ce que l'autre pensait. Nous avions peur de dire quelque chose de contraire à ce que l'autre pensait. L'homme avait verrouillé la porte, quand Alex s'était tenu devant et avait lu la lettre qu'il y avait dans l'enveloppe. L'enveloppe avait disparu, il l'avait mis au feu avec les roses qui étaient en train de brûler dans la chambre. Un homme est arrivé à demander si ça sentait le calciné et le brûler à l'intérieur de la chambre, si quelque chose brûlait. Alex s'est mis devant l'homme et a dit « Oui, votre cœur ». L'homme est parti et finalement n'est plus jamais revenu. On a eu des contacts sexuels pendant longtemps. Il s'est maintenu contre moi pendant longtemps. Pendant longtemps, on a eu des contacts sexuels, voire même peut-être visuels et des envies l'un l'autre, mais on n'a jamais revu cet homme. Il n'est jamais revenu. Ce soir-là, on est retourné aux cavités souterraines. Alex m'a regardé et a passé sa main sur ma joue, sur ma nuque, m'a tenu contre lui, m'a rapproché de lui et m'a fait un câlin, a passé ses bras il a passé ses bras le long de mes côtes et jusque derrière. Il m'a serré contre lui, il avait ses bras le long de mes côtes, et contre mon bras, il m'a fait une caresse de l'épaule jusqu'à l'avant-bras. Il m'a tenu fermement contre lui, m'a fait un câlin et m'a fait promettre dans l'oreille qu'il ne me lâchera plus, qu'on restera toujours ensemble. Il m'a embrassé une dernière fois. L'homme n'était pas derrière la porte cette fois-ci. On est passé par la porte. Pendant longtemps, on avait essayé de la détruire, mais elle n'était pas fermée ce soir-là. On est retourné aux cavités souterraines, et une fois dans les cavités souterraines, on est évidemment une nouvelle fois repassé devant les noms de ces enfants gravés sur les murs. Juste en face, dans un endroit vide, sous terre, il y avait une roche, un rocher énorme. Il y avait cette roche, une roche noire, un rocher énorme, qui avait l'air d'être là, pour pouvoir être là, pour pouvoir supporter le poids de quelque chose. Et ce rocher énorme, noir, qu'il y avait devant nous, tout au bord des cavités souterraines, il y avait un gouffre. De l'autre côté, il y avait ce rocher noir, que nous voyons juste devant nous. On l'a regardé et il supportait le poids de plusieurs pierres tombales. C'était un cimetière. Ce rocher était juste devant nous, de l'autre côté du gouffre.
C'était sûrement la sortie, mais de l'autre côté il y avait un cimetière. Il y avait plusieurs pierres tombales. Sur le rocher, il y avait plusieurs pierres tombales. Sur chaque pierre tombale, il n'y avait pas un trou, ou ni même une seconde pierre. Il y avait un cercueil d'enfant blanc, de temps en temps noir ou parfois, de temps en temps, il était peut-être en bois. Il y avait des cercueils blancs, il y avait des cercueils noirs, des cercueils pour enfants, des petits cercueils. Ils étaient noirs ou blancs, ou alors en bois de sapin. On les regardait, et on regardait au-dessus. On essayait de regarder au-dessus. J'ai vu Alex se mettre sur la pointe des pieds pour pouvoir voir. Il n'y avait aucun trou, juste de la roche et des pierres tombales, sur lesquelles étaient posés des cercueils blancs, noirs et en sapin. On les a regardés, on s'est demandé si c'étaient les victimes. Est-ce que même parfois on s'est demandé s'ils étaient remplis? Est-ce que même parfois des personnes ont réussi à sortir et à arriver de l'autre côté? Alex m'a regardé, m'a pris très fort dans ses bras et m'a serré des deux côtés. Mon regard a changé envers lui, je l'ai regardé, et je me disais qu'il allait peut-être agir de façon... Je l'ai regardé et je lui ai dit, enfin j'ai pensé, je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit à voix basse qu'il allait peut-être agir de manière malhonnête. Finalement, je lui ai dit j'avais changé d'avis. Il m'a regardé et a dit que jamais de la vie il n'agirait de manière malhonnête, à part si on le force. Quand j'ai fini par lui dire, j'ai senti comme un soulagement. Je me suis avancé vers lui. Il m'a embrassé et on a continué. Il m'a dit qu'il avait vu des lianes et s'est avancé vers moi. Il m'a regardé en me serrant très fort comme il l'avait fait avant. Par l'avant-bras, il m'a fait une caresse et par l'épaule, il a posé sa main dessus. Il m'a embrassé et m'a dit qu'il y avait des lianes juste au-dessus, de fortes lianes presque en roche, presque en bois solidifié. Il a dit qu'on pouvait peut-être passer par là, mais j'étais trop petit pour pouvoir atteindre les lianes. Il m'a regardé et m'a dit qu'il me fera la courte échelle. Une fois de l'autre côté, je lui ai dit que si lui il n'y arrivait pas, est-ce que je devais continuer tout seul? Il m'a regardé, s'est assis sur le bord. On a réfléchi. J'étais sur le bord, les pieds dans le vide, sur la roche sur laquelle il y avait le cimetière. Lui était les pieds dans le vide, sur la roche qui donnait sur l'entrée, dans les cavités souterraines. On réfléchissait et on s'est regardé. On avait un contact visuel. Pendant longtemps on a réfléchi à est-ce que je continuais tout seul, est-ce que je laissais Alex dans cet enfer, ou est-ce que je restais là, et qu'on trouvait un moyen de pouvoir partir tous les deux. Il y avait une porte de l'autre côté, mais je ne savais pas qu'à l'extérieur elle était scellée par une roche qui était tombée. C'était trop tard pour faire machine arrière. Nous étions enfermés et nous cherchions un passage, un moyen de sortir. Nous cherchions un moyen de sortir, un passage, mais la porte était scellée à l'arrière. Nous nous sommes regardés assez longtemps, jusqu'à ce que Alex me pose une question. Il avait regardé, il avait pris le temps de regarder, et il avait regardé en bas. Il avait pris le temps de regarder en bas et de réfléchir. Je me demandais ce qu'il faisait quand il avait arrêté le contact visuel, mais il avait regardé en bas. J'ai alors vu sur le côté un escalier. Il m'avait dit et répondu que c'était trop dangereux, qu'il n'était pas assez solide. Je lui ai répondu « Qu'est-ce que t'en sais ?» On a été voir. On est passé par l'escalier. Je lui ai demandé alors comment est-ce qu'on allait le prendre à deux. L'un était de l'autre côté et moi sur le cimetière. Alex, lui, me regardait. Moi j'étais sur le cimetière, les pieds dans le vide, assis sur la roche, juste à côté d'une pierre tombale. Je regardais les cercueils et je les ouvrais de temps en temps pour voir s'ils étaient vides. Ils étaient tous vides. Très heureusement, ils étaient tous vides. Mais la porte derrière était barricadée, entre la porte et entre l'ouverture qui était entr'ouverte. Je pouvais voir une mini-lumière entrer. Il y avait une petite lumière d'extérieur, une mini-clarté qui rentrait à l'intérieur, et je pouvais voir cette mini-clarté et cette petite lumière qui rentrait, qui me donnait l'espoir que peut-être un jour elle allait s'ouvrir. J'avais les pieds dans le vide et j'avais ouvert certains cercueils. Ils étaient tous vides et tous intacts. C'était juste peut-être pour faire peur. Alex a fini par dire qu'il y avait un escalier aussi de l'autre côté. Il n'était pas solide du tout, mais quoi qu'il arrive, il a dit qu'il prendrait l'escalier que moi j'avais vu de son côté. Il n'était pas solide mais en bois pourri,
À chaque instant, on pouvait tomber. Je l'ai regardé, je lui ai dit qu'à chaque instant, on pouvait tomber. Peut-être pas en même temps, mais on a regardé le vide attentivement. Assis sur la première marche, on a regardé le vide attentivement. On a estimé à quelle hauteur on pouvait être, et on a descendu les escaliers. On s'est agrippé à la roche sur les côtés, jusqu'à ce qu'on arrive à un nom. De mon côté, il était écrit Alex, gravé à la pierre, sur la roche. Gravé à la pierre ou au silex, peut-être gravé avec des ongles, avec les ongles de la dernière victime, il était écrit Alex, gravé sur la roche. De l'autre côté, gravé à la pierre sur la roche, peut-être avec les ongles aussi de la dernière victime, il était écrit mon nom, Ronnie. Alex l'a regardé, m'a regardé moi, a penché les yeux dans le vide et puis après a estimé que c'était juste du bluff. Il a estimé que c'était juste du bluff. On s'est alors attribué un instant pour réfléchir et un contact visuel. Il m'a dit que c'était juste du bluff, qu'il voulait nous faire croire qu'on allait mourir ici. J'ai descendu les escaliers, avec prudence. Avec prudence, j'ai descendu les escaliers. J'ai pris l'initiative de les descendre. Quand il m'a vu prendre l'initiative de les descendre, il m'a souri et m'a dit de faire attention. Il s'était agrippé et avait la paume de sa main contre mon nom. J'ai fait pareil et j'ai déplacé ma paume sur son nom qui avait été gravé sur la roche. J'ai descendu les escaliers et je me suis relevé. J'ai failli trébucher mais j'ai regardé dans le fond. J'ai pensé que ce n'était pas si profond que ça en avait l'air, jusqu'à ce qu'on entende une voix qui puisse parvenir à essayer de nous parler. Cette voix que j'avais entendue, jusqu'à ce qu'elle puisse parvenir à essayer de nous faire parvenir un message. Nous n'avions rien compris. La voix ne parvenait pas à nous faire parvenir ce message. La voix était trop profonde. On a regardé le vide et on a commencé à apercevoir une silhouette. Une personne avec un bras cassé, une clavicule déplacée, avec son regard qui se tournait vers la droite. Couverte de sang, elle était en robe blanche par terre. Elle essayait de parler, mais le message ne nous parvenait pas. Le message ne nous parvenait pas. On a essayé de lui demander ce qu'elle voulait. On a entendu un infime à l'aide, mais nous n'avions pas répondu. Nous sommes arrivés en bas, on a vu son corps dans une mare de sang qui s'avançait de plus en plus vers nous. Elle était vêtue d'une robe noire, avait un bras et une clavicule déplacés. Elle avait un bleu sur l'abdomen et une côte qui se renfermait à l'intérieur de son corps. On l'a regardée, il y avait quelqu'un qui s'approchait. On entendait des cris et des hurlements. Cette femme était en train de se faire coudre la bouche, car la dernière personne qui l'avait vue ici, c'était la personne qui venait tous les soirs à notre porte, qui avait dit qu'elle ne pouvait plus appeler à l'aide, et que sa sentence serait peut-être de lui coudre les lèvres et la bouche. Ce qui a été fait juste devant nous a été fait. La jeune femme n'a plus crié à l'aide, et on a réussi à trouver une autre porte, mais qui était tout aussi scellée que celle du cimetière. Finalement, on a réussi à marcher dans des kilomètres de souterrain, et trouver 2 portes scellées qui pouvaient être notre porte de sortie. Des moments comme ceux-ci, sous terre, sous sol, on a plein de choses qui nous reviennent, plein de souvenirs qui ont été enfouis par les traumas, comme par exemple les souvenirs récurrents et les rêves récurrents, les cauchemars que faisait Alex et que moi je faisais, d'une infirmière qui se donnait la mort avec un bout de verre. De temps en temps, ce cauchemar changeait, mais très peu, infiniment, ce cauchemar changeait. Alex rêvait d'une femme, une infirmière, qui travaillait dans un ancien hôpital, qui venait vers nous. Nous étions un infirme dans une des chambres. Nous étions 2 infirmes dans une des chambres, et cette infirmière venait vers nous. Elle avait un couteau en main, ça dépendait. De temps en temps, c'était un fragment de verre qu'elle avait en main. Elle le montait et nous regardait. Fixement, elle était au milieu de la chambre, elle nous regardait tous les deux. Comme 2 infirmes, elle nous regardait. Elle avait ce poignard en main, ou alors ce morceau de verre, ce fragment. Elle saignait de la main et le sang coulait. Il s'avançait de plus en plus vers nous, le sang par terre s'étendait tout le long de la chambre et proche de nos lits. Il avançait vers nous et s'étendait le long de la chambre. Elle restait debout et fixe et se vidait de son sang du côté de sa main, là où elle tenait le fragment de verre. Quand elle tenait un couteau, on pouvait voir que sa main tremblait et qu'elle le tenait très fermement, voire très fort.
Elle remontait alors sa main en pliant d'un angle droit le simple sujet qu'elle avait dans sa main, le couteau ou alors le fragment de verre, qui ensuite allait trancher sa jugulaire. Le simple couteau ou le simple fragment de verre qui était le sujet de sa mort allait ensuite fragmenter et disséquer sa jugulaire en plusieurs fragments. On pouvait voir qu'elle restait au même endroit, avec son bras plié en angle droit. Elle scarifiait et déchiquetait sa jugulaire. Elle est tombée par terre à un moment. Son sang se vidait et se rapprochait de nos lits. On était contre le mur, et on rêvait de ces choses différentes. Un couteau qui tremblait, qu'on pouvait voir qu'elle tenait fermement, ou alors encore le sang qui se rapprochait et son corps par terre, ses yeux qui pourrissaient à l'instant et devenaient noirs. Elle était par terre comme si elle nous fixait avec des yeux qui pourrissaient à l'instant. Le fragment de verre, lui qui était enfoncé dans la jugulaire qui faisait part d'un sang qui s'étendait sur toute la chambre. Et nous étions là, dans le noir, d'un regard fixe, on échangeait un regard fixe, l'un avec l'autre, mais on évitait le regard du cadavre, de peur qu'il se relève. Le cadavre était presque déformé du visage. La bouche de cette femme avait été comme décalée sur le côté. La bouche de cette femme avait été décalée sur le côté. Sa mâchoire avait été fracturée, comme si elle avait été désossée et démembrée. Son regard nous regardait. Des yeux qui pourrissaient devenaient vert noir. Et ensuite il y avait de la fumée qui s'émanait de son corps. On avait peur qu'elle se relevait, comme si c'était des matières organiques. On avait peur qu'elle se relevait. On avait peur qu'elle se relevait, comme si cette fumée était une matière organique qui allait peut-être faire en sorte qu'un corps se relève et nous regarde et se retue une deuxième fois. C'était un cauchemar récurrent qui nous arriva à tous les deux. On avait peur, on était contre le mur, et ce cauchemar récurrent nous arrivait. Et ses manières de voir les choses différaient à chaque fois, étaient différentes. Et on avait l'impression que ce qui s'émanait de son corps était une matière biologique qui allait peut-être la relever. On était terrifiés après des rêves pareils, mais tout ressurgissait entre ces deux portes scellées. L'infirme avait décidé de mettre fin à ses jours. Lui aussi on le voyait beaucoup dans nos rêves, mais on l'entendait plus crier au travers des portes, dans les couloirs. On l'entendait plus crier au travers des portes dans les couloirs, mais on savait que dans sa chambre, il y avait une perfusion qui pendait, qui était raccordée à son poignet. De temps en temps, il essayait de lacérer l'aiguille qu'il y avait dans son bras. On le voyait gratter avec ses ongles, au point de laisser des traces sur ses poignets. Il grattait avec ses ongles, et laissait des traces de ses ongles, du passage de ses mains, sur ses poignets. Il grattait encore et essayait de se lacérer avec les seuls objets coupants qu'il avait sur ses mains, ses ongles. Il laissait des traces rouges et ses poignets étaient rouges et enflés. L'aiguille qu'il y avait à l'intérieur ne cessait de bouger, dans son cathéter, dans le tuyau, dans le fil qui raccordait sa perfusion à son poignet. Dans ce petit tuyau, dans ce petit fil dans lequel passait le produit, il y avait tout le temps du sang. Cet infirme n'arrêtait pas de crier. Cet infirme criait tout le temps. Personne ne connaissait son nom, même pas les personnes qui l'ont enlevé. Mais il criait tout le temps. Il voulait se tuer, et un jour, lorsqu'on est rentré dans la chambre, il a hurlé. On a senti une odeur de matière fécale et de viande pourrie tout autour de nous. On a marché jusqu'à sa chambre, on a ouvert la porte, car une fois encore elle était ouverte. On a ouvert la porte, elle était ouverte une fois encore, on a marché jusqu'à sa chambre, et cette odeur de viande pourrie, cette odeur de matière fécale, nous a suivis au travers des couloirs. On est arrivé à sa chambre, on a poussé la porte, et l'odeur était de plus en plus forte, ça commençait à piquer les yeux. Ça commençait à piquer les yeux, on en avait presque envie de pleurer. On en avait presque envie de pleurer, non pas pour la mort de la personne, non pas pour la mort de cet infirme, non pas pour la mort de la personne qui avait bu toute sa perfusion, mais on avait presque envie de pleurer à cause de l'odeur, cette odeur de viande pourrie qui avait l'air de macérer quelque part, comme si on avait laissé ça dans un trou juste en dessous de notre chambre, s'avérait être encore plus forte et devenait de plus en plus forte. Plus on approchait, plus on avait les yeux qui piquent,
ou qui nous faisait mal. C'est comme si ça faisait mal derrière les orbites. C'était horrible, ça nous faisait mal derrière les orbites. On avait l'impression de brûler de l'intérieur, mais derrière le crâne. On avait l'impression de brûler de l'intérieur, mais derrière le crâne. Quand on est entré, l'odeur de viande pourrie a disparu, mais il y avait son cadavre par terre, avec la perfusion vide au niveau de sa bouche. Il avait tout bu, et l'infirmière tenait son bloc-notes, et était en train de noter comment est-ce qu'elle a vu qu'il s'est tué. L'infirmière nous a regardés, et a tourné un regard vers nous. On est parti, et on est rentré dans la chambre. Elle a tourné un simple regard vers nous, et était en train de noter qu'est-ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fait, et comment est-ce qu'il était mort, comment il était positionné, et l'odeur qu'il y avait dans la pièce, cette odeur de viande pourrie. Pour me rassurer, j'ai été voir par la fenêtre. Alex s'est mis derrière moi, m'a pris par l'épaule, a mis sa main une nouvelle fois une caresse par l'épaule et par le devant de mon bras. Il m'a retourné, a posé ses mains sur mes pectoraux, au-dessus de mon torse, et m'a embrassé. Il a posé ses lèvres contre les miennes, et j'ai arrêté de pleurer, et l'odeur de viande pourrie a disparu quand il m'a embrassé. Mais je sentais le regard de cet homme derrière la fenêtre. Derrière la fenêtre, je sentais le regard de cet homme. Cette fois-ci, il ne nous regardait pas de derrière la porte, mais de en bas, de derrière la fenêtre. Je le voyais, les yeux relevés, la tête relevée. Il regardait notre fenêtre, voir ce qu'on faisait, mais il voyait deux ombres l'une contre les autres, donc il savait que Alex était en train de se servir de moi. Moi, j'adhérais à la situation, donc pour moi, c'était du pareil au même. Mais l'homme pensait évidemment que Alex me violait. J'étais par terre et j'adhérais à la situation. Je sentais son baiser, son contact avec moi, et je sentais ses yeux marrons, atterrir dans mes yeux verts, des yeux verts mes yeux verts presque enfantins et presque de la couleur du cristal. Presque blanc, vert presque blanc, de la couleur du cristal. Je sentais ses yeux marrons sur les miens. De petits yeux enfantins, contrairement aux siens qui sont très adultes, me regardaient. Je sentais le contact et j'adhérais à la situation. L'homme pensait que Alex me violait. Mais moi non, je savais qu'il était attendrissant et aimable, qu'il se servait de mon corps de manière impeccable, mais pas comme un terrain de jeu. Alex, quand il m'embrassait, il faisait ça proprement, tandis qu'aux autres dans l'hôpital pensaient qu'il se servait tout simplement de moi, comme d'un objet. Mais il faisait ça proprement, il me tenait par l'épaule et s'approchait lentement. Il s'approchait lentement de moi, comme si j'étais fragile. Comme si j'étais fragile, il s'approchait lentement de moi. Il avait sa main sur mon épaule, et je sentais sa main sur mon épaule qui n'avait presque aucun contact avec ma peau. Sa main sur mon épaule n'avait presque aucun contact avec ma peau, ou même encore avec mes vêtements. Il s'approchait lentement de moi, regardait mes yeux de couleur cristal, mais peut-être un peu vert. Il regardait mes yeux, et puis il plongeait ses yeux marrons dans les miens. Il plongeait ses yeux marrons dans les miens, et je les regardais. Et mes yeux vert cristal, il les regardait, mais il faisait ça proprement. Mais le personnel pensait qu'il se servait de moi, comme d'un objet de prédilection, un jouet, un jeu, un parc d'attractions. Mais il faisait ça proprement. Car chaque fois qu'il m'embrassait, c'était peut-être pour se servir de mon corps, c'était peut-être forcé, mais je souriais. J'avais un sourire en coin, et j'avais un sourire en coin qui se dessinait sur mes lèvres. Il se dessinait sur mes lèvres très lentement, ce qui laissait croire aux autres qu'il se servait de moi, et que je n'adhérais pas à la situation, que je ne penchais pas envers sa faveur. Ce qui laissait croire aux autres, comme mon sourire se dessinait très lentement, ça laissait croire aux autres que je ne penchais pas envers sa faveur. Mais totalement, il faisait ça proprement, pour mon bien, et pour faire croire aux autres qu'il se servait de moi comme d'un jeu. Les questions se relayaient les unes après les autres. Nous avions mal jusqu'à la moelle osseuse. Nous avions mal jusqu'à la moelle osseuse. Au pire, croire qu'on avait un cancer. Les questions se relayaient les unes après les autres. On regardait autour de nous, et nous ne voyions rien. Juste l'obscurité et les cavernes dans lesquelles nous étions. Juste les cavernes et les endroits dans lesquels nous étions. Des sous-sols,
On regardait autour de nous, et les questions se relayaient. L'impression d'avoir un cancer, des cavernes autour de nous, des sous-sols et des portes scellées, par lesquelles on pensait pouvoir passer. On regardait tout autour, et on a vu que le sang de cette femme qui avait été retrouvée par terre, morte, qui avait appelé à l'aide et qui ne devait pas, son sang était en train de se surélever, de commencer à léviter dans le ciel. Son sang commençait à léviter dans le ciel, comme s'il pleuvait de manière inverse, que l'eau ne tombait pas vers le bas mais tombait vers le haut. Comme si l'eau ne tombait pas vers le bas mais vers le haut. Il pleuvait et le sang commençait à léviter. De manière inverse, on pouvait voir que son sang commençait à couler en confrontant la pesanteur. En confrontant la pesanteur et les lois de la gravité, on a regardé son sang se surélever. On est resté là, j'ai vu Alex, qui avait un air suspicieux et sceptique, et son sang était en train de confronter la pesanteur et les lois de la gravité. Je regardais son sang se surélever. Il était en train de pleuvoir de manière inverse. J'ai posé une question à Alex et je me suis approché de lui. Je me suis mis contre lui, j'ai mis ma tête sur ses épaules et j'ai passé mon bras sur son autre épaule. J'ai mis ma tête sur son épaule et il m'a demandé ce qu'il y avait. Je lui ai dit que peut-être est-ce qu'il pleuvait comme ça à l'extérieur aussi. Est-ce que c'était parce qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu, quelque chose sur lequel on était passé à côté? Il m'a regardé, s'est tourné, a enlevé ma main de son épaule. Il a enlevé ma main de son épaule, s'est retourné, m'a regardé. Il s'est abaissé à ma taille, car j'étais plus petit que lui. Car j'étais plus petit que lui, il s'est abaissé à ma taille. Il m'a embrassé et m'a tenu par les épaules. Il a posé ses lèvres contre les miennes, et mes yeux cristal verts sont ressortis. Mes yeux cristal verts sont ressortis. Car lorsque nous étions en dessous, quand nous étions en dessous, au sous-sol, ces yeux qui sont cristal et verts deviennent d'un vert intensément noir. C'est ce que Alex m'avait dit. Il m'avait dit que dans les cavernes, lorsque nous essayions de sortir, il m'avait dit que lorsque nous étions sur le cimetière, que j'étais sur les terres du cimetière, et que je regardais les cercueils, il m'avait dit que mes yeux cristal et verts étaient devenus intensément noirs, presque sombres, presque un vert qui n'était pas du noir. Presque un vert qui n'était pas du noir, mais juste que mes yeux étaient devenus obscurs. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et je lui ai dit pourquoi. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a regardé, et m'a dit que mes yeux étaient juste devenus obscurs, qu'ils n'étaient pas non plus noirs, ni même verts, mais qu'ils étaient d'une couleur très obscure. J'ai regardé mes yeux dans un des cercueils, un cercueil blanc qui avait un reflet assez vitré pour que je puisse voir mes yeux. Ce cercueil blanc était ouvert depuis que je suis arrivé et que je me suis assis, les pieds dans le vide, les jambes dans le vide. Je me suis assis sur la terre et ce cercueil était ouvert depuis bien longtemps, depuis que je suis arrivé là. J'ai vu qu'il y avait une masse de pierre qui s'était mise dedans, qui s'y était incrustée. Il y avait une masse de pierre qui s'y était incrustée. J'ai regardé ce cercueil, il était assez vitré et vitreux pour pouvoir avoir la propre réflexion de mon visage dedans. J'ai regardé et j'ai vu la réflexion de mon visage. Je lui ai dit que c'était vrai, mes yeux n'étaient pas sombres mais pas non plus verts. Ils n'étaient pas cristal mais très sombres. Je lui ai dit que mes yeux verts devaient changer peut-être en rigueur de la lumière qu'il y avait à l'intérieur. Et il m'a regardé, m'a souri, et on a continué. On a continué dans les cavités souterraines, et j'ai trouvé un moyen de le rejoindre. Finalement, j'ai trouvé un moyen de le rejoindre. Il y avait une passerelle au-dessus, qui n'était pas stable, mais j'ai fini par arriver proche de lui. J'ai fini par arriver proche de lui. Il y avait cette passerelle qui était suspendue par des racines des arbres qui tombaient. Je les ai pris et je m'y suis accroché. Je n'avais pas trop confiance à Alex quand il m'a dit de sauter. J'ai été quand même à la moitié de la passerelle, il m'a dit de sauter et qu'il me rattrapera. Je n'avais pas trop confiance quand il m'a dit qu'il me rattraperait. Connaissant les réflexes de Alex, je n'avais pas confiance. Il m'a regardé et il m'a dit de repenser à mes yeux qui deviennent sombres lorsqu'on est à l'intérieur et que ça dépend de la lumière qui rentre ou qui sort. J'ai repensé à mes yeux sombres qui devenaient presque marrons comme les siens, mais qui n'étaient pas non plus verts ni même noirs,
Il m'a regardé et il m'a dit « Pense à tes yeux ». J'ai pensé à mes yeux, j'ai sauté et il m'a rattrapé. On a continué à courir et on a entendu des voix, des cris et des hurlements. Il y avait certaines portes qui étaient verrouillées et fermées, mais il y avait des toiles d'araignée dessus. Par terre, la terre était comme frisée. La terre était comme rigide et frisée par terre. Je pouvais voir que la terre était rocailleuse, frisée. Et par terre, j'ai regardé que ce n'était pas en fait de la terre, c'était des cailloux qui avaient été détruits. C'étaient des centaines de petits cailloux qui avaient été détruits, qui avaient été posés par terre pour faire un chemin rocailleux. J'ai regardé, j'avais l'impression que c'était frisé et détruit. J'ai regardé par terre et Alex m'a dit d'arrêter de regarder par terre, mais de le regarder lui. De le regarder lui de dos pour pouvoir continuer à avancer. Ce que j'ai fait, on a continué à avancer et alors il m'a regardé. Il m'a dit que c'était simple et on a continué à avancer. J'entendais des cris et une nouvelle fois j'avais ces souvenirs qui revenaient par centaines. La dernière fois que nous sommes allés à l'église et que j'ai vu le prêtre et que j'ai vu la rédemption. La dernière fois que nous sommes allés à l'église, il y avait un meurtrier qui nous avait suivis, qui avait été appelé à l'église pour pouvoir avoir sa rédemption. Je me souvenais de ce souvenir quand nous avons été pour la dernière fois à l'église. Il y avait un cercueil ouvert sur le côté qui était assez vitreux et blanc comme celui dans lequel je me suis regardé. On avait appelé un tueur en série, un serial killer, et 3 autres personnes des assassins. On les avait appelés à l'église pour pouvoir obtenir une rédemption. On les avait regardés. Le prêtre avait récité un passage et un verset de la Bible. J'étais tout à l'arrière avec Alex. Alex me tenait contre lui, et je me demandais dans ses souvenirs si j'étais déjà amoureux de lui ou non. Je me demandais dans ses souvenirs si j'étais déjà amoureux de lui ou non. Est-ce que je ressentais déjà quelque chose pour lui ou non? Je ne savais pas clairement ce que je ressentais, mais j'avais un sourire en coin, ça je m'en souviens très bien. Il m'a regardé et m'a rapproché de lui. Clairement, à l'église, ce devait être alors peut-être le sort jeté sur cet assassin, ce tueur en série et ce serial killer, qui obtenait une rédemption par rapport au prêtre. Peut-être que c'était ça qui me faisait sourire, et pas la présence de Alex. On ne se connaissait pas encore, pas très bien. Il m'a regardé et je l'ai suivi. J'ai continué à le suivre, et proche de lui, j'ai senti une pression. Proche de lui, j'ai senti une pression, et il m'a retourné. Il m'a retourné vers lui, et j'ai senti cette pression. Je lui ai expliqué que j'avais l'impression que quelque chose ou quelqu'un avait une pression sur moi quand je le regardais. Il m'a expliqué que c'était simplement le stress et le fait d'être sous la terre. Il m'a embrassé et a posé ses lèvres contre moi. On a continué à essayer de s'échapper, et la pression a disparu. J'ai souri parce qu'Alex avait tout le temps raison. Il savait que si j'avais une pression quelconque ou un stress, peut-être que si j'avais une pression quelconque envers quelqu'un ou quelque chose, il savait comment la faire disparaître. Si j'avais un stress ou peut-être quelque chose d'autre, il savait que c'était peut-être un stress post-traumatique. Il s'avançait vers moi et trouvait toujours une explication. Ça m'a fait sourire et sur l'instant j'ai continué à le regarder de dos, avancer et trouver une sortie. Il essayait d'ouvrir les portes mais elles étaient tous verrouillées. Il essayait d'ouvrir les portes. Moi je le regardais avancer. J'étais derrière. Il essayait les portes, les serrures et les clés qu'il trouvait par terre, car il avait trouvé un trousseau de clés bien avant qu'on ne s'arrête. Il essayait les clés, il les déposait par terre et essayait de les ouvrir. Toutes les portes étaient verrouillées. J'ai continué à le regarder en avançant de dos. On est arrivé jusqu'à une porte qui elle aussi était scellée. C'était la 5e porte qu'on avait trouvée scellée et fermée par quelque chose à l'extérieur, qui nous donnait un espoir de pouvoir sortir en montrant que la porte était entr'ouverte et qu'il y avait de la lumière qui donnait vers quelque chose. Lorsqu'on est allé dans la forêt, on a couru. On a couru le plus vite possible qu'on pouvait. On pensait avoir vu une ombre fixe devant nous, l'ombre d'une femme qui se tenait un peu de travers, légèrement de travers, à quelques degrés sur le côté. Elle avait son bras tendu sur le côté, et elle pointait quelque chose avec son index. Elle pointait quelque chose avec son index. Elle était nue, et c'était une ombre, légèrement penchée sur le côté. Son index pointait quelque chose, et elle nous regardait. On a finalement cru que c'était une vraie femme, mais on s'est approché et son visage était déformé. Difforme et presque brûlé, ça sentait la chair fraîche, ça sentait à nouveau cette odeur horrible, la viande pourrie.
J'avais encore une fois l'impression d'avoir mal derrière le crâne, tellement ça sentait mauvais. Elle a reculé et elle a fini par disparaître derrière les arbres. On a couru encore une fois plus vite qu'on le pensait, et Alex m'a pris par le bras, par le poignet, et a finalement couru avec moi en me tenant par le poignet pour ne pas se perdre. On a trébuché lorsqu'un homme s'est dressé devant nous. Il avait de grosses bottines noires, un jeans noir déchiré couvert de terre. Son jeans noir avait été déchiré certainement par quelque chose dans la forêt, une ombre qui l'avait attaqué. Son jeans noir était couvert de terre, il avait un sweat à capuche noire et un t-shirt noir. Il s'est abaissé, nous n'avions pas vu son visage, il faisait trop sombre, peut-être que nous étions en dessous d'un arbre qui était trop grand. On a trébuché, on a atterri dans une cavité souterraine. On a continué à courir, on a couru tellement longtemps que nous n'en voyions pas passer les heures. Tellement longtemps que nous n'en voyions pas passer les heures. On a couru, et on est arrivé dans une cavité souterraine. Il y avait un lit sur le côté, un lit en fer, un lit d'hôpital. Un lit d'hôpital ou peut-être un lit d'hôpital psychiatrique. Il y avait un numéro dessus, et un nom, une date, avec un dossier. Il y avait un dossier, un nom, une date, et le bracelet d'un patient. Le lit était sur le côté, il y avait une chaise avec un bureau. Il y avait un PC qui était éteint. Alex a quand même décidé de vérifier s'il fonctionnait. Il ne fonctionnait pas, l'écran avait été cassé. On a retrouvé des gants noirs sur le côté et un stylo noir qui ne fonctionnait plus. Des écrits et des lettres que je me suis empressé de lire. Des écrits et des lettres que je me suis empressé de lire. J'ai lu, c'était le journal d'une femme qui vivait là. C'était peut-être cette femme qu'on avait vue dans la forêt. C'est alors que j'ai compris que tout reposait sur cette femme. C'était une femme qui nous avait enlevés. Nous ne l'avions jamais vue. Nous n'avons jamais entendu sa voix. On l'a jamais vue rentrer dans notre chambre, ni même entendu marcher dans les couloirs. C'était une femme qui nous avait enlevés et apportés ici, qui nous avait forcés à avoir des relations. Et il n'y avait qu'un homme pour pouvoir nous garder, pour pouvoir nous sceller l'un contre l'autre dans un coin et pour pouvoir nous faire du mal. Pour pouvoir nous cerner dans un coin, nous faire du mal, ou alors nous remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire avoir une relation l'un avec l'autre. Cet homme nous cernait sur le côté, dans le côté de la chambre. Cet homme nous cernait, nous faisait du mal avec son objet. Il rentrait, il était le seul à nous regarder. J'ai compris alors que cette femme avait un refuge, cette chambre qui était exactement la copie conforme de la nôtre. Un lit sur le côté, celui d'Alex, et un autre face à la fenêtre, le mien, avec un livre avec les 2 pages qui étaient repliées les unes sur les autres, sur le côté près du coussin. Celui d'Alex, il y avait un crucifix juste au-dessus. Il y avait un crucifix juste au-dessus, et sur son lit, il y avait un stylo avec des écrits. Il y avait un stylo avec des écrits, et sur son livre, il y avait un crucifix juste au-dessus, et un tournevis cruciforme, juste devant. Juste devant le lit, un tournevis cruciforme, car Alex, quand il n'avait aucune occupation, quand il n'avait pas de quoi faire, il s'occupait de son lit, il le resserrait, il le desserrait, il le démontait et puis parfois le remontait. Je trouvais ça amusant, mais je préférais regarder par la fenêtre. Alex s'amusait à jouer au mécano. Il démontait son lit, remontait son lit, l'avant et les côtés, les rambardes sur les côtés. Le matelas, il le déchirait, essayait de le refaire et de le recoudre, avec une boîte à couture qu'il y avait juste à côté, qui avait été un peu abandonnée, une araignée avait fait sa toile dessus. Il jouait au mécano et reconstruisait son lit, le défaisait et déchirait le matelas et refaisait les coutures. Je ne lui ai jamais demandé si ça restait confortable, mais il m'a regardé. Il me souriait tout le temps. Ensuite, il me disait qu'il avait réussi. Et avec ce tournevis cruciforme, juste en dessous de son lit, qu'il gardait précieusement, comme un objet qui appartenait à son père, avec ce livre qui s'appelait L'homme au chapeau noir, qui était un livre qui parlait d'un boogeyman. Finalement, il l'a tellement lu que ce boogeyman est apparu un soir dans la chambre. J'ai vu ses yeux entre la porte avec l'armoire qu'il y avait à côté. Il y avait une boîte à bijoux sur l'armoire que je n'avais jamais remarquée depuis le début. Je n'avais jamais remarqué cette boîte à bijoux. Ce devaient être les bijoux de l'ombre de la femme penchée sur le côté qu'on avait vue dans la forêt, qui sentait la même odeur que le patient qui avait bu l'entièreté de son produit qu'on lui mettait dans les veines. Ce patient qui avait bu l'entièreté de sa perfusion qu'on lui mettait dans les veines, son aiguille qu'il essayait de retirer, il se grattait jusqu'au sang, ses poignets qui étaient hyper enflés. Il avait le don de se gratter même quand c'était déjà enflé.
hyper fort, très très fort, voire parfois beaucoup trop fort, il se grattait. Et ses poignets étaient enflés au point de laisser des traces. Lorsqu'il a bu sa perfusion, j'ai compris alors que ça avait un lien avec lui aussi. Cette femme était une femme qui s'était tuée, qui était une infirme, qui avait vécu dans cette maison qui avait été enlevée. Elle avait décidé à sa mort de reprendre les ombres comme armée, et de pouvoir nous enfermer dans cette maison. Découvrir le secret et savoir que c'était elle qui nous avait enfermés là. Savoir qu'on avait découvert un enfant qui était un infirme, qui avait 2 yeux qui avaient été brûlés, de la peau qui avait fondu sur ses yeux, et qui avait laissé une peau rigide et sec, qui sentait la viande pourrie et la moelle osseuse. Juste devant ses yeux, il ne voyait plus rien. La jeune fille avait été lacérée par 3 coups, de sa première année jusqu'à sa 3e année. Son père a souffert de psychose. Son père a souffert de psychose durant sa première année jusqu'à sa 3e année. Elle avait été battue et violée par son père. Son père l'avait lacérée depuis la nuque jusque le derrière du crâne, jusqu'au devant du crâne, entre les yeux, sur le bord du nez et peut-être jusqu'au menton, sur les lèvres, la lèvre inférieure et supérieure. Elle avait une lacération. À partir de sa 4e année jusqu'à sa 5e année, elle avait été violée et battue par son père, qui souffrait une nouvelle fois de psychose dérangée. Il avait tué une personne et avait lacéré sa fille une 2e fois, proche du nez, proche des yeux, de la pommette, du bas de son corps ainsi que de son bras. De son bras jusqu'au bas de son corps, de son entrejambe jusqu'à ses pommettes, de ses yeux jusqu'à son nez, de sa lèvre inférieure et supérieure jusqu'à son front, de sa nuque jusqu'à l'arrière de son crâne, elle avait été lacérée. De la 6e année à la 7e année, son père souffrait de psychose partagée, avec une personne dont il habitait, dont il était tombé amoureux. Elle nous avait expliqué qu'il était tombé amoureux de cette personne. C'était une femme qu'il avait fini par tuer. Il avait abrégé ses souffrances parce qu'elle souffrait elle-même de psychose partagée, beaucoup plus grave. Et cette femme avait eu l'idée de lacérer sa fille bien avant qu'elle ne meure. Mon père m'avait protégé, mais m'avait lacéré le visage une 4e fois. C'était l'idée de cette femme, depuis je lui en veux et je la déteste. Elle est morte par mon père, c'est la seule chose qu'il ait fait de bien pour moi. Elle nous avait raconté ça. Et le jeune enfant, lui, était aveugle. Mais lorsqu'il a ouvert sa bouche, aucun son n'est sorti. Elle nous a expliqué, la jeune fille, en se mettant à côté du garçon, qu'il avait une maladie des cordes vocales qui lui empêchait de parler, d'émettre un son. On a alors compris que c'étaient 2 enfants infirmes qui avaient été enfermés dans le même endroit que nous. On les a ramenés et la maison avait disparu. On les a ramenés, les 2 enfants infirmes étaient derrière nous, la fille et le garçon. Juste à côté, le garçon était à genoux, essayait de crier et de parler, mais il n'émettait aucun son. La jeune fille regardait, avec ce qu'elle pouvait, avec ce qui lui restait de ses yeux. Elle regardait. Elle se tenait contre le garçon, qui était appuyé sur le sol et à genoux. Nous étions devant, et nous nous étions dit que si cette femme, c'était l'ombre penchée sur le côté, avec le doigt qui pointait quelque chose, que ses bijoux étaient dans la boîte à bijoux, là où nous avons vu le boogeyman apparaître lors de la lecture du livre. C'était peut-être sa chambre et sa maison, mais nous ne connaissions pas l'identité de cette femme, encore moins son nom ou qui elle est. Encore moins son nom ou qui elle est. On ne connaissait pas son identité, mais elle vit dans la forêt avec les ombres. Elle a créé une armée, c'était peut-être elle tous les jours qui s'avançait. C'était peut-être elle tous les jours qui s'avançait et qui regardait par la fenêtre. C'était elle dont j'avais l'impression de la voir par la fenêtre et qui s'agrippait sur les murs. C'était elle qui s'était avancée par rangée de 9. C'était elle qui s'était avancée par rangée de 9. C'était la première à s'être avancée quand les 8 derniers sont restés derrière. C'était elle tout au fond, avec l'armée de centaines et de dizaines d'ombres. C'était elle qui s'était avancée, et les derniers derrière étaient restés. C'était elle à chaque fois qui se rapprochait de nous. Peut-être qu'elle cherchait à avoir un enfant, des enfants. Ou peut-être qu'elle recherchait ces enfants qu'elle avait perdus ou oubliés quelque part. Peut-être qu'elle l'avait fait exprès ou non. C'était ce qu'on cherchait à savoir jusqu'à ce qu'on découvre une blacklist en dessous de notre lit, qui désignait des personnes qui avaient été visées par cette femme. Son nom avait été signé au dos de la feuille, et les personnes avaient été visées par elles-mêmes.
On a regardé les personnes qui avaient été visées. On s'est lancé sur la quête de cette blacklist, la transformant ainsi en une liste blanche, essayer de sauver chaque personne, mais nous ignorons que quelques personnes sur cette blacklist, certaines personnes, étaient déjà mortes et n'avaient pas été enterrées, donc le passage entre le monde des vivants n'avait pas été scellé, car mon père disait toujours que le passage entre le monde des vivants et le monde des morts, c'est le cercueil qui se referme sur le corps. Certains n'avaient pas été enterrés, ou enterrés sans cercueil, ce qui leur permettait de revenir. Nous ignorons cela, et certaines personnes avaient été visées et n'étaient pas mortes correctement. C'est arrivé, on a pu les apercevoir de très loin. J'arrivais à voir les luminaires et les sirènes des voitures de police. Deux se sont arrêtés au sens opposé. Il y avait un arbre entre les deux. Il submergeait la forêt. Il était grand et vaste, mais noir et obscur. Les feuilles étaient presque de la même couleur que mes yeux, sombres mais pas verts non plus. Il était grand et vaste et submergeait les voitures de police qui s'arrêtaient en dessous, deux de chaque côté et trois de l'autre, juste une devant qui s'était arrêtée. Il y avait des centaines d'hommes, des centaines de policiers qui rentraient à l'intérieur de la forêt. Des centaines de policiers rentraient, criaient notre nom, Alex et Ronnie. Et ces voitures arrêtées, les sirènes continuaient, pour vraiment dire qu'il y avait un accident, qu'il s'était passé quelque chose. On était en face, devant une voiture, on était en face. On attendait sagement, c'est ce qu'un policier nous avait dit, d'attendre sagement. C'est ce que Alex a fait. Il avait peur, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que Alex avait peur. Il chipotait avec ses doigts. Comme si c'était un jeu, il chipotait avec ses doigts. Je l'ai vu alors chipoter avec ses doigts. Je me suis rapproché de lui. Il a trouvé ce geste amical, voire même peut-être amoureux. Il a trouvé ce geste peut-être romantique, amoureux, attiré vers moi. Il s'est mis à côté. Il a posé ses lèvres sur les miennes et a mis sa main sur ma nuque. Quand le policier est revenu, il nous a mis une couverture chauffante par-dessus les épaules. Alex était à côté de moi en dessous de la même couverture. Tout autour, il y avait les luminaires des sirènes. Il y avait l'obscurité de cet arbre qui était en train de prendre toute la place dans la forêt. Cet arbre assez grand pour prendre toute la place dans la forêt. Tout le monde était autour de nous. Je voyais des policiers mettre des rambardes autour des arbres. Autour des arbres, ils plantaient des piquets, mettaient des rambardes et passaient ce ruban jaune. Ils passaient ce ruban jaune autour, mettaient des rambardes et des piquets, et ils étaient en train de canaliser la zone. Ils canalisaient la zone dans laquelle nous étions. Ils la canalisaient à l'intérieur, avec ces papiers jaunes, ces papiers et ces banderoles jaunes sur lesquels il est écrit « Scène de crime, ne pas entrer ». Je les voyais essayer de canaliser la zone. Nous étions là, assis par terre. Je voyais Alex, avec le papier qui essayait désespérément, avec les papiers en main, la blacklist. Il essayait désespérément de décrypter ce que c'était. Un policier est venu et lui a pris des mains. Je l'ai regardé, je l'ai dévisagé, jusqu'à ce qu'il aille dans la voiture de police. Je ne lui ai pas dit, mais je pensais que c'était mal poli. Il l'avait pris parce que tout simplement c'était une pièce à conviction, mais c'était quand même mal poli de ne pas lui demander ce qu'il allait faire avec ses feuilles. Avec ce courrier, ces feuilles ou quoi que c'était, ce journal, il ne lui a pas demandé, il a juste arraché les feuilles des mains d'Alex. Alex a regardé ses mains. Je me suis approché de lui, j'ai pris son GSM, grâce auquel on a été retrouvé grâce à la géolocalisation. J'ai allumé la lampe de poche et j'ai regardé son doigt. Il avait été coupé par l'une des pages qu'on lui a arrachées des mains. J'ai regardé l'homme partir, et j'ai vu que cet homme qui partait, c'était le même policier qui nous avait fait peur dans la forêt, avec les grosses bottes noires, le jeans déchiré certainement par une ombre, et avec le visage que nous n'avions pas reconnu. Avec le visage que nous n'avons pas reconnu, cet homme, c'était le policier, avec ses grosses bottes noires, son jeans noir couvert de terre, et ses grosses bottes noires couvertes de terre. Son suite à capuche noire, on l'avait pas reconnu. Il avait l'air plus grand, plus vaste, plus obscur.
Il avait l'air plus obscur, plus grand et plus vaste. En même temps, on était sous le coup de la pression, sous la peur et l'angoisse. On courait dans la forêt, on ne l'avait pas vu. On ne prêtait attention qu'aux ombres qu'il y avait autour de nous. On ne prêtait qu'attention aux ombres qu'il y avait autour de nous, mais pas à l'homme qui se prêtait à arriver, avec ses grosses bottes noires, pleines de boue, et son jeans couvert de terre. On n'allait pas prêter attention à cet homme qui allait arriver devant nous. C'était effectivement le policier. Mais on prêtait attention à la peur et l'angoisse qu'on ressentait, et aux ombres qu'il y avait dans la forêt qui nous fixaient et qui restaient fixes. Et cette femme qu'on a pu découvrir, qui est-ce qu'elle était, personne ne le sait encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va rentrer chez nous, avec une voiture de police et avec un policier, se retrouver dans la même maison, ou certainement peut-être dans un orphelinat. Quelqu'un était peut-être déjà en train de nous adopter et de signer des formulaires. Ou alors on allait se retrouver dans la même chambre, dans un orphelinat.